L'espérance de vie, donc, elle est en tête du classement mondial de la longévité. Pour les hommes, en tout cas, la Suisse. L'espérance de vie continue d'y augmenter. Dès 2030, ce sont les chiffres, on nous annonce une espérance de vie qui dépasserait les 90 ans. Mais prévoir cette évolution n'est pas simple et on le voit ces jours avec le projet Prévoyance 2020. Les enjeux économiques et politiques aussi sont considérables. Veut-on travailler toujours plus pour financer nos retraites? Jusqu'où s'acharner à prolonger la vie? On en parlait il y a quelques minutes avec le médecin Bertrand Kiefer. Notre invité ce matin n'est pas un politique non plus, c'est un démographe. Bonjour Philippe Vaner. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, professeur à l'Université de Genève. Vous êtes à Lausanne ce matin. Fixons le cadre d'abord, fixons le cadre qui nous permet d'établir peut-être cette espérance de vie à 90 ans en 2030. Est-ce qu'on peut avoir des certitudes en matière de chiffres? Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer ça? Alors il n'y a aucune certitude, ce sont des prévisions et en l'occurrence ce sont des prévisions mathématiques, mais on sait que depuis approximativement un siècle, l'espérance de vie a augmenté d'une manière régulière en Suisse et dans d'autres pays. Donc effectivement, on a une tendance à une augmentation régulière de la durée de vie qui s'explique par toute une série de facteurs qui sont socio-économiques, qui sont sanitaires et qui devraient encore dans le futur intervenir pour un allongement encore de cet indicateur. Donc ces 90 ans sont le résultat d'un calcul mathématique ou d'un algorithme en quelque sorte? Oui, ce sont des projections traditionnelles qui reposent sur les tendances passées, en particulier pour certaines maladies, également sur quelques prévisions de progrès médicaux qui sont attendus, qui sont anticipés et qui donnent ce résultat d'une durée moyenne de vie de 90 ans. 2030, c'est pas bien loin, c'est dans 13 ans à peine, même un peu moins. Jusqu'où ira notre espérance de vie? Est-ce que ça, on peut le dire? Est-ce qu'on a encore une grande marge de manœuvre ici en Suisse? Alors, il y a deux grandes dimensions qui interviennent. Il y a ce qu'on appelle la longévité, la capacité maximale de vie humaine, et celle-ci, elle est déterminée biologiquement. On estime qu'après 120 ans, on est appelé à disparaître d'une manière ou d'une autre. Donc il y a cette limite qui s'impose pour le moment. On peut la remettre en question, certains biologistes la remettent en question, mais il y a cette limite qui est bien établie. Et puis, au-delà de cela, il y a le deuxième aspect qui est important, ce sont les inégalités entre groupes. Oui, alors je vous laisse poursuivre parce que ça c'est très important. On lit traditionnellement l'espérance de vie à la croissance économique. Question que je vous pose, est-ce que le lien est aussi fort que ça? Oui, alors il y a la croissance économique qui joue un rôle, mais surtout il y a le bien-être social, le bien-être économique qui intervient. Ce qu'il faut savoir, je prends juste un exemple, en Suisse, les universitaires vivent 5-6 ans de plus que des ouvriers non qualifiés, et c'est certainement dû à la situation économique, aux connaissances qui interviennent en quelque sorte dans la durée de vie individuelle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Que dit le démographe? Vous n'êtes pas le politique de service, mais au fond, vous conseillez ou vous donnez parfois des intuitions politiques. Est-ce qu'il faut augmenter encore cette croissance pour augmenter notre espérance de vie? Est-ce que c'est un cercle vertueux ou à terme deviendra-t-il un peu vicieux ce cercle-là? Alors la question elle est un petit peu différente dans le sens où le démographe comme le médecin s'intéresse surtout à la santé de la population. C'est la qualité de la vie qui est importante plus que la quantité des années à vivre. Vieillir, oui, mais dans quel état? Voilà, tout à fait. Et pour cela, effectivement, vous avez des moyens d'intervention qui sont la prévention, qui sont les comportements à adapter, etc., qui sont relativement importants. Et de là découle une augmentation de l'espérance de vie. Donc il faut la considérer, cette espérance de vie, comme un indicateur en quelque sorte du bien-être humain, du développement social, économique. Donc c'est pas un objectif en soi, mais c'est le résultat d'un objectif de bien-être. Mais par exemple, est-ce que la qualité et l'augmentation de l'espérance de vie sont liées aux dépenses de santé? Alors là, on vient concrètement aux faits politiques. Philippe Vaner, on sait qu'en Suisse, les dépenses augmentent, en tout cas les primes augmentent quasiment chaque année. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce par exemple, on vit plus longtemps dans les cantons où les primes sont les plus élevées? Est-ce qu'il y a un lien cantonal? Est-ce qu'on peut dire les choses aussi finement? Alors il y a une étude qui figure sur votre site internet qui dit que c'est pas le cas. Donc effectivement, il n'y a pas un lien direct avec les primes, mais en même temps, vous avez un lien évident
entre les dépenses de santé d'une manière globale, la capacité d'une société à, en quelque sorte, mettre de côté de l'argent pour la santé et l'espérance de vie. Si vous avez une détérioration du système de santé pour des questions simplement budgétaires, eh bien, vous allez immédiatement avoir une diminution de la qualité de vie et de la quantité d'années vécues. Bon, quelles sont vos recommandations à ce stade, à 7h40, Philippe Vanner? Qu'est-ce qu'on doit faire en Suisse? Enfin, quel virage ne faut-il pas rater? Formulons ça comme ça, pour vivre plus vieux et en meilleure santé. Alors, je pense que vivre plus vieux, on le vivra parce que vous avez effectivement des progrès médicaux qui sont toujours présents, qui vont continuer, qui vont améliorer grandement la survie de personnes qui aujourd'hui sont malades mais qui décèdent aujourd'hui. Donc la survie va augmenter, ça c'est évident. Le grand débat, c'est surtout de comment est-ce qu'on va vivre, dans quel état de santé on va vivre. Et à mon avis, l'impact le plus important, ou l'élément qui a le plus d'impact, c'est la prévention, en particulier la prévention des comportements qui sont néfastes, alimentation inadaptée, tabagisme, etc. Et c'est là probablement la clé pour la société, parce qu'une société en bonne santé est aussi une société qui est plus productive et donc qui est capable de payer, quelque sorte, pour les dépenses de santé. Donc il faut réfléchir au niveau politique, prévoyance 2020, etc. L'AVS, on y travaille, on arrive à des compromis, mais il faut aussi augmenter les budgets de la prévention? Alors je pense qu'effectivement, c'est un petit peu ce qui caractérise les pays industrialisés aujourd'hui. On fait beaucoup de médecine curative, mais probablement pas assez de médecine préventive. En Suisse aussi, vous diriez ça? En Suisse aussi, effectivement. Ouais. Et on sous-estime en règle générale la capacité de la prévention ou de la médecine préventive que l'on peut observer par des statistiques démographiques où vous avez par exemple certains groupes qui se comportent très bien, comme certaines communautés religieuses et qui vivent 5-10 ans de plus que la moyenne de la population, simplement parce qu'ils ont des comportements alimentaires qui sont adaptés. Mais enfin, ça veut dire quand même, l'espérance de vie, si elle est aussi forte en Suisse et longue, ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne assez bien du côté de la prévention, non? Oui, bien sûr, les choses fonctionnent pas trop mal, mais surtout la Suisse a la capacité en quelque sorte, de guérir sa population qui est malade, des hôpitaux qui sont à la pointe, etc. Donc ça, ce sont aussi des éléments qui interviennent d'une manière prioritaire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus en matière de prévention? La faire plus tôt, peut-être, auprès des jeunes générations, la faire à échelle plus confédérale? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Oui, alors bon, je peux pas rentrer dans les détails des politiques de prévention, mais ce qu'on constate, et en particulier aux États-Unis, c'est que le grand point d'interrogation par rapport à l'espérance de vie, ce sont les comportements alimentaires, en particulier la montée du diabète, de l'obésité à l'âge de 20-25 ans, qui entraînent des pathologies qui sont lourdes, qui réduisent en quelque sorte la qualité de vie et qui réduisent la durée de vie. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut intervenir. La Suisse a des taux d'obésité qui sont relativement faibles en comparaison internationale. Est-ce que c'est le résultat de la prévention? Est-ce que c'est le résultat d'un comportement alimentaire culturel qui est meilleur? Ça, c'est difficile à répondre, mais c'est à ce niveau-là, effectivement, qu'il faut lutter. Parce que les États-Unis, on pourrait les voir comme un paradoxe, une des premières économies du monde. Donc, a priori, on serait tenté de dire que l'espérance de vie devrait y augmenter. Et non, on a ces facteurs d'obésité, de diabète, etc. Donc, au fond, les États-Unis sont le parfait contre-exemple. Voilà, mais les États-Unis reflètent justement cette question d'inégalité de santé qui sont très forts, avec des populations qui sont marginalisées, qui sont précarisées et qui décèdent très rapidement. L'espérance de vie est une moyenne. Si vous prenez l'Américain blanc universitaire, il vivra aussi longtemps qu'un Suisse. Mais derrière cet Américain, il y a toute une série d'autres types de populations qui ont des espérances de vie qui sont lamentables pour un pays industrialisé. Et la moyenne est faible. Philippe Vanner, on connaît la forme de la pyramide des âges qui marche sur la tête depuis longtemps. Si on augmente encore cette espérance de vie, le bien-être, on fait plus de prévention, on a de plus en plus de personnes âgées qui ne travaillent plus a priori. Quel est le remède? Comment voyez-vous au niveau politique ce dont on débat depuis quelque temps, prévoyance 2020, etc. Est-ce qu'on prend le bon chemin? Enfin, est-ce qu'on empoigne la question par le bon bout au niveau à Berne, au niveau politique en Suisse? C'est une question qui est très délicate, mais
C'est pour ça que je vous la pose. Voilà, tout à fait. Moi, en tant que statisticien démographe, je constate que lorsqu'on arrive à 65 ans, en règle générale, aujourd'hui, on est en bonne santé et on a encore 20 ans à vivre. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Attention, il y en a qui nous écoutent qui vont se dire qu'ils vont encore devoir travailler 20 ans alors. Oui, peut-être pas 20 ans, mais peut-être aménager la vie professionnelle d'une manière différente. On a des exemples, par exemple, de flexibilité du travail où à partir de 60 ans ou 55 ans, on commence à diminuer le temps de travail, mais on travaille plus longtemps. À 65 ans, on a toute une série de... l'individu moyen a la capacité de travailler encore un peu. Alors, je vais me faire des ennemis en disant ça, mais pourquoi ne pas imaginer un travail peut-être un peu plus réduit, un peu plus flexible après 65 ans pour pouvoir aussi faire profiter la société de nos connaissances, de notre expertise. Oui, alors quand vous livrez à de telles conclusions, que disent les politiques? Vous faites des rapports, etc. Est-ce que parfois les politiques ou le résultat de vos recherches font grincer des dents? Oui, ça arrive que les résultats de nos recherches faut grincer les dents, mais pour moi, le résultat principal des recherches que je mène sur le domaine, c'est que on a la chance de vivre plus longtemps, et ça, c'est le reflet d'une société qui fonctionne bien. Donc finalement, on a quelque chose de réjouissant devant nous, une société qui vit longtemps. Et après, les remèdes par rapport à cela sont des remèdes, ce sont des adaptations qui sont simplement financières. Et celui qui aura ou celle qui aura travaillé toute sa vie dans un métier pénible, plutôt manuel a priori, aura le droit de prendre sa retraite plus tôt? Enfin, comment vous répondez comme démographe à cette question-là? Alors oui, le démographe, clairement, il regarde des espérances de vie par groupe, professionnel, par niveau de formation. Et effectivement, pour moi, la base de la réflexion, c'est la flexibilisation de l'âge de la retraite. C'est évident. Dès 60 ans ou dès 65 ans? Dès 60 ans, probablement. Si vous prenez un travailleur manuel qui commence à travailler à 18 ans, ou voire même à 15 ans, à 60 ans, il a 45 années de vie professionnelle. Un universitaire, actuellement, il ne le fait pas. Oui, effectivement. Donc 60 ans, on décide ou pas de continuer. Jusqu'à quel âge? 80 ans? Oui, vous 75 regardez, et vous avez des exemples comme Nicolas Hayek, etc., qui ont travaillé jusqu'à 83, 84 ans avec beaucoup de plaisir. Oui, et beaucoup de moyens aussi. Enfin, beaucoup de moyens, oui, non. Il devait avoir une vie assez confortable. Oui, mais on parle de la Suisse, un pays qui compte actuellement 50% d'universitaires, donc des personnes qui aussi ont une activité professionnelle qui est différente de l'activité que l'on peut rencontrer sur les chantiers. Donc il faut bien entendu, si vous voulez augmenter l'âge de la retraite, il faut bien entendu flexibiliser. C'est clair que personne ne va militer pour augmenter la durée de travail pour certaines professions qui sont exigeantes. Et au niveau du système des retraites, on s'y retrouvera? Vous avez fait vos calculs avec ce système de flexibilité? Oui. Alors, clairement, en fait, si vous voulez que le système de retraite fonctionne, sans rentrer dans les détails techniques, il faut que le rapport entre année travaillée et année de retraite soit le même. Et pour cela, il suffit d'augmenter la durée d'activité des universitaires d'une année, et puis ça suffit. Ouais. Bon, très bien. Le calcul a l'air d'être assez compréhensible comme ça, a priori, Philippe Banner. J'imagine que la formule est un peu plus compliquée que la façon dont vous nous l'énoncez. Vous avez entendu Bertrand Kieffer tout à l'heure, à 7h20, médecin, rédacteur en chef de la revue médicale suisse. Il disait assez clairement, il faut faire des choix. On ne pourra plus tout donner à tout le monde. Vous partagez cette conclusion? Moi, il a dit aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'il ne faut pas faire les choix sur l'âge, il ne faut pas priver, il ne faut pas rationaliser. Enfin, il faut rationaliser, mais il ne faut pas rationner les soins de santé. La limite est fine quand même, hein, oui, entre rationaliser et rationner. Oui, la limite est fine, mais je pense qu'effectivement, il faudra faire des choix. Ça, c'est évident, mais il faut faire des choix qui sont réfléchis. En matière de santé, justement, est-ce qu'on opère jusqu'au bout, hein? On pose la question avec Bertrand Kieffer, 85 ans. Est-ce qu'il faut encore opérer pour une prothèse de hanche? Comment vous vous insérez dans ce débat-là qui, là aussi, est effectivement très fin et délicat? Mais c'est un débat qui me dépasse, mais ce que j'observe, c'est que la société, de plus en plus, essaye de mettre un certain nombre de normes, de règles. À partir du moment où on est malade, eh bien, on va s'inscrire chez Dignitas ou Exit et puis on disparaît. Et ça vous plaît pas, ça? Ça me plaît pas du tout.
tout, non. Je pense que la qualité de la vie peut être maintenue, même si on est peut-être en fin de vie, et qu'effectivement, disons, la rationalité économique n'est pas un élément qui doit être déterminant. Vous avez des éléments humains qui sont plus importants. Donc le démographe que vous êtes ne supporte pas l'assistance au suicide? J'ai de la peine à la supporter, mais c'est un peu un avis personnel, en fait. C'est pas forcément non plus un avis de tous les démographes. Oui. Alors pour revenir sur la question de l'opération de la hanche à 85 ans, vous disiez oui pour tout le monde, ou il faut analyser au cas par cas? Est-ce qu'il faut fixer une limite? Je dirais qu'une hanche qui fonctionne est quand même agréable et que les personnes de 85 ans ont droit d'avoir une mobilité. Donc oui, pour tout le monde.